Cette semaine au Balado, on parle de liberté d'expression, du lancement du plus récent livre d'Éric Duhem et de la tournée médiatique de Libre Média en Espagne avec Jérôme Blanchet-Gravel. Et Samuel Rasmussen nous offre ses réflexions sur l'univers des subventions gouvernementales dans l'audiovisuel québécois. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Et c'est toute une semaine qu'on a eue. Jérôme Blanchet-Gravel, c'est une joie de te retrouver. Pareillement, Francis, merci pas de l'invitation parce qu'on se parle régulièrement, mais merci de poursuivre du moins l'émission qui est le Libre Podcast et qui, je pense, gagne en popularité. Oui, en effet. Puis, non seulement le podcast, mais aussi, il y a plusieurs projets en ce moment là, à Libre Média. On a une conférence qui a eu lieu cette semaine en collaboration avec Bull Bitcoin. On va avoir l'occasion d'en discuter à la fin de ce segment. Mais tout d'abord, ça serait un péché de ne pas en parler puisque la semaine dernière, nos auditeurs ont pu le remarquer puisque nous avons diffusé la version audio disons, lancement de ce premier livre des éditions Libre Média, premier livre qui est signé sous la plume d'Éric Duhem, dans lequel il présente sa vision constitutionnelle, donc un livre de sciences politiques assez niché, mais qui quand même a réussi à faire parler de lui, réussi à faire polémique plutôt. Et justement, pour parler de tout ça, là, qu'est-ce que tu en as pensé? Parle-nous d'abord des éditions Libre Média. C'est vraiment une belle initiative dans ce souvent, on pourrait ne pas dire désert, mais disons terre aride intellectuelle qu'est le Québec actuel, de la diversité des points de vue. D'où est venue l'idée de partir les éditions Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel? Oui, mais ça fait quand même, faisait quelques années pratiquement qu'on jonglait déjà, disons, oui, il y a quelques années qu'on jonglait avec l'idée de partir une maison d'édition parce qu'il faut le dire, le milieu de l'édition au Québec est assez fermé sur le plan idéologique. C'est un milieu qui est très homogène, finalement, intellectuellement. Ce sont surtout des auteurs de gauche qui publient des essais au Québec. Quand on est à droite, on peut réussir des fois à publier quelque chose de plus à droite, entre guillemets, mais c'est de plus en plus difficile. Ce sont aussi, évidemment, la question du financement, encore une fois, public des éditeurs. Donc, le financement gouvernemental impose le respect de certains critères et de certains standards. Donc, on va favoriser aussi, en quelque sorte, au gouvernement la publication de titres progressistes, encore une fois, entre guillemets, parce que souvent, c'est plutôt une régression qu'on propose à gauche, notamment en ce qui concerne le multiculturalisme et, je dirais, la ghettoisation culturelle, qui est présenté comme un apport incroyable, mais qui finalement nous enferme dans des cases ethniques, etc. Bon, ça, c'est un des volets, là. Mais ça, c'est peu su, mais c'est ça. Le milieu de l'édition au Québec doit s'ouvrir finalement à d'autres perspectives. Il y a eu évidemment toute une panoplie d'éditeurs historiquement qui ont fait véritablement dans la diversité intellectuelle et qui ont contribué à publier des titres plus originaux. Là, on peut penser aux éditions Libère, par exemple, qui nous ont publié, toi et moi, mais très au-delà de nous-mêmes. Là, ça reste un éditeur historique qui publie de très nombreux titres en sciences humaines de qualité, notamment Christian Saint-Germain qu'on a déjà reçu en grande entrevue, etc. Donc, toutes sortes d'auteurs qui sont passés par là. Chez Boréal aussi, à une époque. La revue Argument aussi, là, qui est publiée par Libère. Donc, c'est pas 100% importante au Québec. Oui, qui est encore effectivement publié chez Libère, Argument. Donc, évidemment, tout n'est pas noir, mais il était temps quand même d'emmener du sang neuf là, dans le milieu de l'édition. Donc, en gros, l'idée, c'est ça, c'est de répondre à cette demande, finalement, la demande d'ouvrir le débat, de créer un écosystème culturel, intellectuel plus diversifié véritablement. Donc, on parle beaucoup de pluralisme en bien et en mal, parce que justement, il y a une certaine façon, oui, nous, on parle de pluralisme, disons, le
le côté de l'échiquier politique qui est moins bien représenté au Québec. On parle souvent de la nécessité du pluralisme, mais du côté le mieux représenté, pour ne pas le nommer la gauche en général, elle devient de plus en plus intolérante. Et là, justement, il y a un article sur Libremédia ou libre-media.com qui a relaté certaines paroles controversées de baladistes, on peut le dire en français, ou de podcasteur Fred de Savard dans l'ancienne soirée est encore jeune, qui justement, lui, appelait plutôt à la censure et voyait ce dit pluralisme comme étant une mauvaise chose qui devait être, disons, traitée avec une mauvaise chose et qu'on devait censurer finalement. Ben oui, Fred Savard qui carrément remet en cause le principe même de pluralisme dans son dernier épisode de son balado. Donc, on en a fait état sur libremedia-union.com et effectivement, ça l'a fait réagir. Donc, c'est très concret là, quand on a des acteurs à gauche qui appellent à rompre avec le pluralisme ou la pluralité, comme il le dit, la belle pluralité qui serait une sorte de cheval de Troie de l'extrême droite. On est rendu là à gauche, on pense que le pluralisme est un cheval de Troie de l'extrême droite. Donc, ça va très loin et c'est drôle que cette intervention, cette sortie de Fred Savard-là survienne d'abord quelques jours avant l'appel du boycott de la Librairie de la Liberté où s'est tenu le lancement du livre de Libremédia, du livre d'Éric Duhem, publié aux éditions Libremédia. Donc, on voit qu'il y a une radicalisation finalement de ces mouvements censeurs. Et c'est ça, c'est très concret et plus que jamais, on avait besoin, c'est ça, d'élargir le débat avec de nouvelles éditions. Donc, M. Savard devra déplorer la publication de plusieurs titres très à droite et pas toujours non plus chez Libremédia dans les prochaines années. Donc, on est très heureux de ce virage, un virage aussi stratégique, c'est-à-dire plus globalement, à Libremédia, ça nous permet de nous diversifier, pour le dire, en langage d'affaires, diversifier nos affaires. On est toujours évidemment dans la presse écrite, dans la vidéo, dans le reportage de journalisme, mais ça ajoute une corde à notre arc. Donc, et pour revenir sur la controverse, Francis, écoute, c'est quand même particulier, mais en même temps, est-ce que ça nous surprend vraiment? Donc, un groupe, rappelons-le aux auditeurs, un groupe de jeunes ou moins jeunes woke qui ont appelé au boycott de la Librairie de la Liberté, qui porte très, très bien son nom d'ailleurs, et c'est un hasard parce que c'est une librairie fondée en 1945, donc bien avant Millet et les camionneurs, là, disons, comme ça. C'est un nom de famille. Donc, c'est un nom de famille, oui, effectivement. C'est une famille de Québec. Très bonne librairie. Ça fait longtemps, moi, j'y vais à Québec. Et bref, c'est déplorable. Mais apparemment, il y a quand même une vague de soutien là, très importante. Actuellement, qui appelle à aller acheter carrément des livres à la Librairie de Liberté. Bon, j'espère que ça jusqu'à Pierre Poilievre, là, le chef du Parti conservateur fédéral, donc, et même Bruno Marchand et tout ça. Donc, c'est devenu un sujet sur lequel les personnalités politiques devaient se prononcer. Donc, ça fait comme j'ai dit sur ma page Facebook, c'est un départ canon pour les éditions Libremédia d'avoir au sens figuré, effectivement, dans tous les sens du terme. Donc, c'est sûr que c'est paradoxal parce que, évidemment, ces appels à la censure font de la publicité. Donc, c'est un peu tout le contraire qui se produit. Après, quand même, je pense qu'il faut rester méfiant, vigilant, parce qu'il y a des gens là-dedans qui peuvent carrément devenir violents là, sur le plan physique, c'est-à-dire concrètement. On l'a vu, par exemple, avec M. Le Cormier-Denis qui a été littéralement chahuté et empêché de sortir de son véhicule alors qu'il voulait, simplement l'enregistrer une émission là, dans ses studios Nomos TV, le nom de sa chaîne. Donc, c'est quand même, il y a un risque, il y a une escalade. Donc, on ne peut pas s'en réjouir non plus parce que ça crée de la publicité, mais force est de constater que oui, ça augmente la visibilité de gens. Ils veulent faire taire des gens, donc ils augmentent la visibilité. Donc, c'est sûr, c'est pas un coup réussi pour eux, disons, sur le plan marketing. Donc, écoute, Francis, c'est vrai, on a beaucoup parlé du livre de Duhem et par la bande des éditions Libremédia avec cette polémique-là, ça continue. Et il faut le dire, Duhem a parlé aux libraires et apparemment, Libremédia a été visé là, carrément. C'est au-delà de Duhem. On reproche à la Librairie La Liberté d'avoir accueilli Éric Duhem, mais aussi Libremédia, qui serait associé par ces gens-là évidemment à la droite radicale, alors que, évidemment, on accueille des voix, nous, de presque tous les horizons. On n'a pas vraiment de woke qui écrivent dans nos pages, il faut l'avouer, mais en même temps,
on donne la parole à beaucoup de gens. Par exemple, la semaine dernière à Madrid, je donne la parole à une écrivaine vénézuélienne, Karina Sainz-Borgo, qui n'est pas d'extrême droite particulièrement. Elle se décrit d'ailleurs dans un entretien publié aujourd'hui, vendredi, comme de gauche. Donc, bref, toute une histoire, toute une saga, mais tout un début quand même pour les éditions Libre Média. Donc ça, c'est l'événement qui a eu lieu la semaine dernière et ces échos, là, puisque justement, disons que ce lancement-là était le moment où le débat idéologique peut-être touchait le sol de la réalité, puisqu'on est souvent en ligne en train de commenter des nouvelles un peu abstraites, mais là, on était vraiment dans le concret. Donc peut-être que pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable que finalement, ces idées qu'ils conspuent aient pignon sur rue finalement. Donc, d'où l'importance d'une maison d'édition concrète, justement, capable d'offrir justement des livres qui vont articuler la position dite de droite au Québec, de toutes ces nuances de ce camp, et donc éventuellement ajouter une belle pierre et finalement faire avancer le débat démocratique. Absolument. Et ce qui est drôle dans le cas du livre de Duhem comme tel sur l'autonomisme, c'est que s'il y a un sujet qui fait consensus au Québec, c'est quand même l'autonomisme, c'est-à-dire les pouvoirs du Québec dans la Confédération canadienne en fédération, de moins en moins de confédération, de plus en plus un pouvoir centralisateur. Mais c'est là qu'on voit quand même que ce sont des gens qui ont perdu la carte, c'est-à-dire ils ne font plus non plus la différence entre... Ils ne lisent plus finalement. Ils s'attaquent de manière tout à fait indistincte, finalement, à tous ceux qu'ils considèrent comme de droite ou d'extrême droite. Donc, ça devient complètement ridicule. Écoutez, s'attaquer à un livre sur l'autonomisme, ça fait vraiment sourire, mais en même temps, c'est très inquiétant parce qu'on voit que c'est ça, c'est du tir à l'aveugle. Finalement, on ne prend même plus le temps de savoir ce qu'on attaque, c'est-à-dire qui on attaque, ce qu'on attaque, pourquoi on le fait. Donc, on voit que c'est une sorte de mouvement, finalement, un effet d'entraînement où la roue de la radicalisation tourne. Et c'est vraiment particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire, rappelons-le, si même Pierre Poilievre, c'est ce qu'il disait à Radio X, à Montréal, s'il y a un sujet consensuel au Québec, c'est quand même l'autonomisme. Donc, c'est un livre qui fait une sorte de... qui propose évidemment d'accroître le pouvoir du Québec en ayant une approche un peu plus agressive face au fédéral, du moins offensive. Là. Mais c'est aussi un livre de sciences politiques, comme tu l'as mentionné. C'est-à-dire, moi, j'ai suivi des séminaires de sciences politiques à l'université, à Laval, Ottawa, puis c'est ce qu'on apprend depuis à peu près 60 ans. Là. Donc, quand c'est lire ce livre-là, relève carrément d'une vraie folie, d'un vrai délire idéologique. Là. On attaque confusément. Là. On n'a pas les idées claires de ce côté idéologique. Là. Non, pas du tout. Et l'autre idée, avec les éditions de Libre Média, c'est de créer un modèle hybride. Parce que vous savez, pour ceux qui ont suivi un peu ça, le modèle traditionnel de l'édition a un peu mal vieilli. C'est un modèle qui est de plus en plus lourd, de moins en moins agile. Les auteurs se plaignent de plus en plus, par exemple, des délais. Donc, c'est tout associé à une bureaucratie. Finalement, maintenant, le milieu traditionnel de l'édition subventionné, évidemment, qui constitue une institution en soi. Hein. Je ne serais pas pour l'abolition d'aucun éditeur comme tel. Je pense à Gallimard en France. Écoutez, ça fait partie carrément du patrimoine de l'humanité, là. Ce que publie Gallimard, la Pléiade, etc. Mais il y a un mouvement vers l'auto-édition. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche en ce moment. C'est ça. Et je pense que justement, entre le modèle traditionnel de l'éditeur, qui est devenu très lourd, très contraignant et qui donne aussi peu de redevances aux auteurs, il y a une place entre ce modèle-là et l'auto-édition, qui est un peu une version un peu plus... en tout cas, un peu deux extrêmes. Tant qu'à moi, il y a un espace, c'est une version hybride, un modèle hybride, c'est-à-dire une maison d'édition qui ne serait ni subventionnée, qui ne dépendrait pas de critères bureaucratiques très, 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 très contraignants. Rigide. Mais qui non plus ne proposerait pas un modèle de publication instantanée, là, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des erreurs, même Éric Zemmour, quand il s'est auto-publié une fois en France, on lui a reproché quand même d'avoir fait apparaître une faute dans la première phrase de son livre. Donc, c'est sûr que je pense que les auteurs veulent encore quand même être encadrés d'une certaine façon. Ils veulent appartenir aussi à une famille, une maison d'édition, c'est aussi s'inscrire dans un courant de pensée. C'est appartenir à un groupe, etc. Bénéficier aussi dans des leviers de la maison quand elle en a encore. Donc, ce que Libre Média va offrir aux auteurs, vraiment, en premier, c'est la visibilité, forcément,
parce qu'on va utiliser nos outils, nos canaux de diffusion pour promouvoir les ouvrages, évidemment, qu'on publie et évidemment la garantie de qualité, là, c'est-à-dire la mise en page, toute la présentation, et il faut offrir des L'édition comme contenus. ça aussi, là, c'est-à-dire qu'il y a un travail derrière Ouais. où est-ce qu'une personne lit le manuscrit et fait des changements, justement, se fait l'avocat du lecteur. Finalement, on enlève les répétitions et tout ça. Il y a un travail énorme qui doit être fait et qui ne peut, jusqu'à un certain point, peut-être être fait par l'intelligence artificielle, mais quand même je ne crois pas qu'un robot puisse un jour être un bon avocat d'un lecteur, puisqu'il doit y avoir une communauté entre les Une lecteurs. communauté. Communauté, c'est le terme, effectivement, mais publier chez un éditeur, c'est s'inscrire, appartenir à une communauté d'esprit. Et donc, oui, c'est ça pour la rappeler aux auditeurs moins familiers avec le monde du livre. Publier un livre, c'est pas simplement publier son manuscrit Word là, directement et le sortir par l'imprimante, là. Donc, il y a un processus effectivement de révision. On peut, par exemple, faire des changements, c'est-à-dire changer inverser l'ordre de certaines parties. Par exemple, il y a des manières quand même de présenter le contenu pour que ce soit plus agréable, plus logique pour le lecteur. Donc, il y a un travail et la sélection. Il faut forcément être éditeur, c'est sélectionner des titres qui valent la peine d'être publiés. Donc, c'est le même principe que pour notre site, là, c'est-à-dire on publie des articles qui, on pense, pertinents. Donc, la sélection faite par l'éditeur, le rédacteur en chef est importante dans tout ça. Donc, bref, on offre maintenant aux gens qui veulent publier l'opportunité de nous envoyer leur manuscrit. N'hésitez pas à nous écrire à partir du formulaire de contact qui se trouve sur le site web de Libromédia. Ça va évidemment nous donner un certain nombre d'heures de travail supplémentaires, mais on est heureux, comme je le disais, d'ajouter cette corde à notre arc. Oui, puis si on pense aussi au futur, justement, de cette industrie-là, entre guillemets, de l'édition, on peut penser que, peut-être en ce moment même, on a atteint un extrême, c'est-à-dire que si vous allez sur Amazon aujourd'hui, il va y avoir, par exemple, une entrevue qui est très populaire sur YouTube ou sur CNN ou une nouvelle quelconque. Tout de suite, il peut y avoir des livres qui sont créés au moment même et sont mis en vente sur Amazon. Par exemple, il y a une nouvelle sur le bombardement en Iran. Et au moment même où la nouvelle a lieu, il est possible de demander à une intelligence artificielle comme Claude ou tout ça de nous écrire un résumé de l'alpha et de l'oméga de cette crise à 300 pages et il peut nous le faire en 25 secondes. Et vous pouvez prendre ce manuscrit-là, le mettre en auto-édition et le vendre au moment même où la nouvelle a lieu presque. Donc ça, ça nuit d'une certaine façon au livre lui-même et à sa crédibilité, au rayonnement du livre. Et je crois que l'industrie, devant ce fait qui est actuel, et même les vendeurs comme Amazon vont de plus en plus utiliser des détecteurs de contrefaçon de livres, finalement. Et donc, d'où la légitimité des maisons d'édition qui va éventuellement revenir. Donc, là, on est vraiment un peu dans la spéculation des besoins qui seront suscités. Nous, on est toujours en décalage au Québec, souvent, parce qu'il n'y a personne qui va faire un livre avec Claude sur n'importe quelle nouvelle sur l'élection de Christine Fréchette, biographie en 300 pages disponible aujourd'hui sur Amazon. On pourrait en faire un et le vendre. Mais j'ai l'impression que c'est vers là où on s'en va. Là. D'ici 1 ou 2 ans, il va y avoir une sursaturation de ces faux livres et qui vont demander, et donc Amazon et tout cela vont éventuellement demander à avoir une certaine reconnaissance d'une maison d'édition quelconque. Là. Donc, je pense que Libromédia arrive au bon moment. Oui, l'importance du saut. Puis c'est ça, moi je crois pas au retour des éditeurs traditionnels complètement. Je pense que vraiment depuis, ça fait 3-4 ans même peut-être là, qu'on a franchi le Rubicon là, à ce niveau-là. C'est une chance gardée, et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a personne qui remettait en question la nécessité de l'édition comme telle, mais parfois, avec l'État qui s'en mêle et tout ça, le régime subventionnaire crée, disons, un défi à l'entrée. Et donc, finalement, ça bloque une partie de la créativité et de la fluidité
l'utilité de la culture, finalement, cette bureaucratisation. Donc, Oui, je pense que d'où l'importance, justement, d'avoir ce modèle hybride, parce que quand même, l'état actuel des choses était plus suffisant. Non, et en fait, le régime subventionnaire, comme tu dis, dans l'édition au Québec en particulier, ça dispensait les éditeurs d'être rentables bien souvent, c'est-à-dire on n'avait plus le besoin de publier des livres qui se vendaient bien souvent. Donc, moi, je suis pour la culture, puis j'ai moi-même bénéficié de ces crédits d'impôt, là, c'est-à-dire en publiant moi-même plusieurs fois chez des éditeurs traditionnels. Mais on se rend compte que c'est ça, c'est-à-dire ce sont des éditeurs basés à Montréal bien souvent, très, très à gauche, et qui non plus, c'est ça, là, je le redis, c'est important, la nécessité même de vendre des livres qui se vendent. Donc, on publie toutes sortes de choses un peu expérimentales, très, très à gauche, des récits un peu louches sur des mères qui regrettent d'avoir enfanté. Ça va loin. Honnêtement, c'était quand même le temps, vraiment le temps de renouveler le milieu au Québec. Là, évidemment, modestement pour l'instant, mais qui sait, peut-être on va peut-être publier une vingtaine de titres par année dans les années à venir, qui sait. Modestement, mais on a eu quand même, justement, même le chef d'un des plus grands partis au Canada qui a parlé de la première publication. Je pense que ça en ferait rougir plusieurs maisons d'édition au Québec. Donc, on part le départ de feu. En langage sportif, on dit un coup de circuit, effectivement. Donc, c'est à suivre, chers auditeurs. On est fiers, on est très contents et n'hésitez pas à acheter le livre d'Éric Duhem, Destination Autonomie, le premier livre du catalogue des éditions Libre Média. Justement, et visitez-nous au libretradio-media.com où vous trouverez une panoplie d'articles et même des reportages vidéo et écrits concernant la question du Venezuela, mais également la question de l'Espagne, puisque tu t'es rendu récemment en Espagne. Parle-nous un peu de ton séjour là-bas, tes rencontres, quel est le climat politico-intellectuel dans lequel tu as pu évoluer là-bas. Oui, je reviens effectivement d'un séjour à Madrid. C'était 12 heures plus tard, finalement, que je prenais part au lancement du livre d'Éric Duhem. Donc, tout ça s'est fait très vite. Donc, une tournée, écoute, assez bénéfique, une tournée journalistique professionnelle. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai moi-même participé à quelques émissions à titre d'invité. Écoute, le climat politique en Espagne, il est très polarisé. On parle beaucoup actuellement de la corruption du gouvernement Sanchez. D'ailleurs, j'ai interviewé l'une des avocates qui pilote carrément la poursuite contre le gouvernement Sanchez. Je l'ai rencontrée en face de la Cour suprême espagnole, Madame Nuna Lozano. Donc, elle nous explique tout ça dans un article là, que je me suis empressé de publier à mon retour à l'hôtel qui est intitulé « Corruption, la pression monte sur le gouvernement socialiste en Espagne ». Donc, c'est un gouvernement très ouvertement à gauche, très à gauche, et c'est très concret, là. C'est carrément un peu un film à la James Bond, là, dans lequel on est plongé avec cette histoire-là. Pour donner un exemple, l'actuelle vice-présidente vénézuélienne, en fait, la présidente par intérim du Venezuela, celle qui a été placée par Donald Trump à Caracas, est soupçonnée d'avoir carrément emmené des lingots d'or à l'aéroport de Madrid pour finalement les remettre au Parti socialiste espagnol. Écoutez, là, c'est dans les journaux, ça, là. Donc, c'est carrément de la genre de science-fiction. C'est le grand retour de Cortés aussi, c'est les lingots d'or de l'Amérique du Sud qui retournent en Espagne. Ben oui, c'est ça. et donc, Madame Delcy Rodriguez, c'est ça, qui n'avait pas le droit. En fait, ça part de là, qui n'avait pas le droit d'entrer dans l'Union européenne. C'est pour ça que ça a été remarqué, là, finalement. Donc, qui était bloquée de séjour dans l'Union européenne parce qu'elle était et qu'elle appartient toujours au régime chaviste au Venezuela, qui est un régime dictatorial encore à ce jour. Donc, il y a beaucoup de ramifications. Hein. Je vais en Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne draine toute l'Amérique latine, hein, finalement, d'une certaine façon. Énormément d'immigrés latino-américains. J'ai rencontré beaucoup de gens du Venezuela, justement, parce que j'ai assisté à un grand rassemblement. Ça a été un peu la cerise sur le sonnet de mon séjour, Francis, quand j'ai couvert
cette grande manifestation avec Maria Corina Machado, qui est la grande opposante vénézuélienne. Le prix Nobel de la paix, celle qui a remis son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Donc, elle s'est présentée au balcon finalement, c'est la mairie de Madrid. Donc, vraiment des scènes là, très, très, très chargées symboliquement, là, un peu comme le général de Gaulle là, à l'Hôtel de Ville de Montréal, mais avec beaucoup, beaucoup plus de gens. Donc, j'ai parlé à plusieurs personnes de la diaspora vénézuélienne qui attendent impatiemment le changement de régime à Caracas. Donc, j'ai un petit reportage de 4 minutes très dense que vous pouvez consulter sur le site, sur notre chaîne YouTube, sur notre site également. Donc, pour entendre des gens, des Vénézuéliens là, s'exprimer sur cette question-là. J'ai des Cubains aussi qui étaient là en appui à Maria Corina Machado. Donc, ça a été très, très instructif. Un fort moment politique, là, Francis. Comme il s'en fait peu, quand même, il faut le dire, ici au Québec, là, c'est vraiment une autre échelle. Donc, on parle d'à peu près 50 000 personnes à la Puerta del Sol, qui est la grande place célèbre à Madrid, qui se sont rassemblés avec de la musique. C'était la fête et Maria qui a livré des discours assez longs, mais très, très, très sentis. Là. Parce qu'elle elle est perçue à gauche surtout, ou parce que le gouvernement espagnol actuellement, il y a toutes sortes de... Lui aussi a été touché par des scandales, mais c'est la gauche en ce moment qui est au pouvoir en Espagne. Et donc là, comment a-t-elle réussi à être, d'avoir tous, disons, l'hôtel de ville libéré pour sa présence et tout ça? Et justement, puisque, bon, elle n'a pas... proche de Donald Trump, il y a des accointances quand même. Comment est-ce qu'on explique un peu cette possibilité pour, entre guillemets, une opposante idéologique d'avoir accès à ces bureaux et à cette exposure, on dirait en anglais? Très bonne question. Mais justement, quand j'étais à Madrid, c'est la droite qui s'était rassemblée à Madrid. Maria Corina est considérée comme de droite, mais moi, je pense pas qu'elle soit d'extrême droite ni rien. Mais elle est considérée contre l'extrême gauche, en tout cas. Oui, forcément. Au Venezuela, ça, c'est sûr. Puis bon, elle a noué des alliances avec les droites en général, effectivement, dans le monde hispanophone. Bon, elle a remis son prix Nobel à Donald Trump, donc on l'a accusé d'être un peu du côté de Trump, mais les Vénézuéliens sont forcément du côté de Donald Trump, là, parce qu'ils voulaient, comme le montre mon reportage, la fin évidemment du règne de Maduro. C'est pas encore concrétisé beaucoup. Là. Moi-même, je suis assez critique. Tout le monde est impatient. C'est un processus qui est très lent. Enfin bref. Et pourquoi Madame Corina Machado peut se pointer au balcon de l'hôtel de ville de Madrid? C'est parce qu'elle a l'appui d'Isabel Díaz Ayuso, qui est une femme forte, très à droite, finalement, et elle a reçu Milei aussi à la même place récemment. Donc, la mairesse, finalement, de Madrid, là, en gros, est très à droite. Là. Donc, c'est la liberté, là, c'est pas comme au Québec. Elle parle de la liberté, c'est vraiment très, très assumé. C'est une belle femme aussi. Là. C'est une femme qui est très populaire là, sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous pouvez aller voir. Donc, en Espagne, il y a une droite, parce qu'on sait qu'il y a le mouvement Vox qui est plus anti-immigration, donc on pourrait dire que c'est la droite identitaire. Il y a aussi une droite libertarienne qui serait représentée devant... libertarienne entre guillemets, là, mais qui serait plus celle de la mairie de Madrid. Parti populaire. Puis, bon, on reproche au Parti populaire, la droite traditionnelle, là, si vous voulez, de s'allier avec Vox. Vox est hostile à l'immigration, mais moins quand même à l'immigration latino-américaine. Il faut dire en Espagne, il ne faut pas avoir une lecture trop française de l'Espagne. Il y a encore 2 immigrés latinos pour un immigré africain là, en Espagne. Donc, c'est quand même encore eux et ils s'intègrent très, très facilement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hispanité. Donc, et Vox joue beaucoup sur ce concept-là, c'est-à-dire l'Espagne, ses ex-colonies, faire alliance. J'ai assisté justement à une conférence à Madrid qui portait sur une nouvelle alliance entre l'Europe et l'Amérique latine. Donc, c'est sûr que quand on prône ce point de vue-là, on ne peut pas être trop hostile à l'immigration latino-américaine si on prône des alliances avec les latino-américains, etc. Donc, mais en même temps, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là. Ils ne veulent pas nécessairement non plus de criminalité là, d'Amérique centrale là, dans les banlieues de Madrid. Donc, c'est sûr que malheureusement, les pays d'Amérique latine sont assez criminalisés. Donc, la question de la criminalité se pose aussi là, quand on a une immigration presque massive, finalement, de latino-américains. Mais c'était très intéressant parce que pendant qu'on était à Madrid, que la droite était à Madrid, la gauche, elle, était à Barcelone le même jour. Donc, l'Espagne est vraiment devenue le champ de bataille de la droite et de la gauche latino-américaine. C'est-à-dire, autrefois,
l'Amérique latine était le prolongement de l'Espagne. Aujourd'hui, on peut dire que l'Espagne est le prolongement de l'Amérique latine. Et c'est pour ça que moi, je me rends, parce qu'il faut connecter les points, là, vous voyez. C'est une grande toile qui se déploie devant nous et c'est ça, moi, qui m'anime en grande partie dans mon travail. Mais c'est un vieux conflit aussi avec la guerre civile espagnole, le franquisme, les marxistes. Bon, disons que ça s'est adouci depuis lors, oui, mais ça a tendance à revenir périodiquement. Un lieu de polarisation historique. Donc, bref, Sanchez, pour y revenir, le corrompu, parce que, écoutez, là, il y a tellement d'allégations, là, on n'est pas du tout... c'est pas de la médisance, là. Sanchez était à Barcelone, réunit les dirigeants de gauche latino-américains, dont la présidente du Mexique, dont la présidente du Brésil, les deux grands pays d'Amérique latine, les deux économies d'Amérique latine. Donc, Sanchez essaie de faire des diversions. Barcelone devient le pôle de la gauche et Madrid, ce jour-là, le pôle de la droite. Donc, quand même, là, vous voyez, ça brasse. Monarchie et républicanisme, est-ce que la gauche, est-ce que le mouvement indépendantiste barcelonais, ou de catalan plutôt, est-ce qu'il est plus à gauche ou comment s'insère un peu cette dynamique à l'intérieur de l'idéologie? Une très bonne question, ça doit être mentionné. En fait, on reproche beaucoup à la gauche socialiste de s'appuyer sur les sécessionnistes catalans pour se maintenir au pouvoir. Et ça, on ne pardonne absolument pas cette trahison. Les Espagnols sont très unitaires. Là. Pour eux, la Catalogne, oubliez ça. Là, j'ai rencontré très, très peu d'Espagnols dans ma vie qui étaient pour l'indépendance de la Catalogne. Là, il n'y en a pas. Écoutez, il n'y en a pas. Là. Ils reprochent aux Catalans, en fait, d'être très chauvins, hein, d'avoir un sentiment de supériorité, finalement. C'est pas vraiment la question du Québec. Là. En fait, la Catalogne, c'est plus l'Alberta de l'Espagne parce qu'elle a de l'argent. La Catalogne, c'est la région la plus riche d'Espagne. Donc, le Québec, c'est pas encore la province la plus riche. Donc, on n'est pas exactement dans le même rapport de force non plus. Donc, c'est comme si l'Alberta parlait français puis avait le pétrole, là, dans le sens où une région riche et distincte, bon, linguistiquement, mais c'est très... Ça fait encore beaucoup polémique. Donc, bref, un gouvernement de gauche qui s'appuie sur des identités régionales ou nationales, finalement, pour se maintenir au pouvoir au palais de la Moncloa, c'est quand même particulier. Donc ça, pour te répondre, c'est ça la dynamique en Espagne. La gauche gouverne grâce aux sécessionnistes catalans, qui certains sont très à droite aussi, qui font dans une sorte de, pas de xénophobie, là, mais c'est drôle parce que Le nationalisme catalan, là, identitaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a de tout comme au Québec. À ce niveau-là, autant vous avez des bas-côtés catalans là, très à droite, autant vous avez des Pierre Falardeau. Là. Donc, ça va, l'éventail est large, mais tout le monde vraiment se rassemble autour du principe que la Catalogne est une région distincte et qu'elle doit faire sécession. Certains diront se séparer, les séparatistes catalans. Moi, je préfère encore sécessionniste. Mais il faut dire que moi-même, qui suis encore attaché à l'indépendance du Québec, je comprends quand même le point de vue espagnol. Là. C'est-à-dire, c'est complexe et il ne faut pas non plus faire trop d'amalgame. Trop nous projeter, nous, en Espagne. Là. Vous comprenez? Espagne, Catalogne égale pas Québec à 100%. Là. C'est pas aussi simple que ça. Québec égale pas Écosse. Ben, oui, il y a des parallèles, mais je pense qu'il faut quand même se remettre dans le contexte même des pays, là, de chaque pays. Donc, on invite nos auditeurs à aller voir les différents reportages écrits et même sur YouTube pour justement sur ce grand rassemblement qu'il y a eu, mais pour les versions écrites sur libre-media.com. En terminant, cette semaine, il y a eu une belle conférence qui est co-organisée de Libre Média avec Bull Bitcoin sur le déclin comme opportunité où étaient rassemblés des figures très connues du podcasting au Québec. Frank, le dédomiseur Fournier, ainsi que Joey Aubé, qui participe au podcast Yann et Frank de manière presque quotidienne, et GG et Science, qu'on a reçu il y a quelques semaines au balado pour parler justement des maximalistes de la liberté. Donc, cette conférence a eu lieu à la scène Le Bourgneuf à Québec jeudi soir, et ils ont été surpris de voir, la bonne quantité de personnes qui se sont déplacées malgré la partie des Canadiens de Montréal qui attirait pas mal l'attention des gens. Mais parle-nous, toi, Jérôme, tu as pu animer cette conférence. Elle sera disponible en version vidéo pour nos abonnés seulement dans quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu retires de cette conférence?
Ben, je trouvais ça très intéressant. Encore une fois, le pont entre le Québec et la France. Science et GG, c'est la première fois qu'il venait au Québec s'exprimer. Et c'est un point de vue qui est rafraîchissant. Évidemment, c'est un point de vue qui est libertarien, là, c'est-à-dire... On pourrait parler de nomades capitalistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui c'est des individus souverains qui ne souffrent d'aucun gouvernement, entre guillemets, ou qui ne veulent souffrir ou qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour ne pas souffrir des différentes restrictions, qu'elles soient fiscales, morales ou politiques, que certains des gouvernements occidentaux sont en train de mettre sur pied. Donc, vous voyez, des nomades, effectivement. Donc, ce sont d'authentiques libertariens français. C'est un point de vue qui est sous-représenté aussi dans l'espace médiatique français, dans les médias traditionnels. Donc, honnêtement, ça a été très rafraîchissant et je pense que ça a été un bon match avec Joey et Frank, qu'on connaît mieux et qui sont une version un peu plus modérée, en quelque sorte, de ce courant libéral ou libertarien, représenté aussi chez Milei en Argentine, avec Milei en Argentine. On vous rappelle encore une fois le documentaire, allez voir beaucoup de parallèles entre le Québec et l'Argentine. Donc non, je pense que je vais laisser quand même aux gens du public le soin de se prononcer sur leur appréciation, mais non, je pense que ça a été apprécié. On a beaucoup parlé avec les gens. Ça a été agréable. Il y avait une bonne ambiance et ce sont des événements auxquels on tient. Là, c'est-à-dire on fait 2 ou 3 conférences de ce genre-là par année, surtout à Québec, à Montréal, on va finir par y retourner. Ce ne sera pas très long. Mais non, je suis toujours très fier, Francis, parce que ce sont des points de vue qu'on n'entend pas assez au Québec. Et à chaque fois, nous, on est habitués, évidemment, on baigne dans ces univers-là, mais à chaque fois, c'est une petite révolution intellectuelle, là, finalement, qui est projetée sur scène. Et je pense que nos auditeurs pourront aussi en juger, là, ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, parce que, comme tu le dis, la conférence va finir par être mise en ligne dans les prochaines semaines sur YouTube. Et à chaque fois, on a des bonnes statistiques. Là. Les gens consultent nos conférences en ligne sur YouTube. Donc, moi, non, je suis content. Puis, je suis content aussi de ce partenariat avec Bull Bitcoin, qui est un sponsor, un partenaire qui partage nos valeurs de souveraineté et de liberté économique. Et pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur Bull Bitcoin, vous pouvez vous en trouver toutes les informations et les liens sont disponibles au libretradignomedia.com. Et en terminant, Jérôme, cette même semaine, nous avons eu la chance... Tu as eu la chance de réaliser une grande entrevue avec Jacinthe Ève Harel, la chroniqueuse de politique québécoise. Alors, ça sera diffusé la semaine prochaine sur YouTube. On ne donnera pas de scoop, si ce n'est que de susciter l'intérêt de nos auditeurs à aller voir la chaîne YouTube de Libre Média la semaine prochaine pour visionner cette entrevue de presque 1 heure que tu as réalisée, Jérôme, avec Jacinthe Ève Harel. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bonne continuité. Merci, bon week-end à tous nos auditeurs. Et dans la deuxième partie du balado de cette semaine, j'ai la joie d'être en compagnie de Samuel Rasmussen. Samuel, bonjour. Bonjour à vous. Samuel, on vous connaît, on vous a déjà reçu au balado. Vous êtes co-animateur du balado Les Trois Afuera venant de la célèbre formule de Milei. Donc, vraiment un balado qu'on invite nos auditeurs à aller découvrir. Vous êtes également contributeur à votre propre Substack, qui, justement, on va parler d'un texte que vous aviez publié sur votre Substack, mais vous êtes également contributeur à pilulerouge.ca ainsi qu'à l'univers podcast de Yann et Frank. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Justement, parce que dans la première partie de l'émission, on a parlé de liberté de presse, liberté... académique, mais liberté aussi au niveau de la publication et tout ça. Et là, ça s'est inséré un peu dans une séquence d'événements. Là, on a eu l'occasion d'en parler avec Jérôme dans la première partie de cette séquence où est-ce que, on voit ces animateurs radio qui appartiennent d'une certaine façon à la même
la même clique, on pourrait dire, de la soirée est encore jeune. On a parlé de Fred Savard qui invitait à ne plus tolérer le pluralisme idéologique dans le domaine de l'édition littéraire. Mais Olivier Niquet, de son côté, qui est aussi un podcasteur, disons, un peu moins populaire qu'un animateur radio, parce que c'est plus difficile souvent de s'en sortir par soi-même, compte tenu des codes d'écoute qu'on voit sur ces réseaux. On voit que c'est plus difficile, mais aux antennes de Radio-Canada, il y a quand même une grande influence et il s'est mis à rire de la télé commerciale et de sa, disons, logique commerciale, on peut dire, là, et d'où a découlé énormément disons, de réactions, pourrions-nous dire. Mais vous, sur votre Substack, dans votre article intitulé Radio-Canada ou le Club Med des sarcasmes subventionnés, vous avez essayé d'élever un peu le débat là, au-delà des personnalités pour, disons, mettre le projecteur sur ce que vous voyez comme étant le grand scandale, finalement, qui se cache derrière la polémique. Alors, Samuel Rasmussen, là, parlez-nous un peu là, de qu'est-ce qui est véritablement scandaleux là, dans ce qu'on a vu. Ben d'abord, je tiens à souligner à vos auditeurs que ma plume est peut-être irrévérencieuse, peut-être caustique, peut-être la forme ne plaira pas à certains, mais j'ai pour mon dire que la provocation devrait initier la réflexion. Est-ce que c'est à moi d'être objecteur de conscience ou de morale? Pas du tout. C'est que j'aime ça gueuler. Donc, gueuler, c'est d'opinier, ou du moins d'être opiniâtre, ou du moins de s'étendre avec toute liberté d'expression que c'est le cas. Bon, bref. Dans tous ces dossiers-là, on voit le même réflexe, la délégitimation. Donc, Niquet, ou peu importe, délégitime le média privé en le réduisant à ses pubs. Les militants délégitiment une librairie parce qu'elle accueille M. Duhem avec son livre. Aux États-Unis, on délégitime Trump au point où son existence même son existence politique, mais son existence personnelle devient une anomalie morale. Donc, moi, je vois cette espèce de folâtre-là, ce nonchalant qui, pendant plusieurs années, peut-être même presque 2 décennies, si je m'abuse, a gueulé, oui, il a tout à fait le droit sur des personnalités, ou du moins sur des radios privées, bon, il en a tout à fait le droit. Mais arroseur arrosé, on a tout à fait le droit d'y répondre. Je dis on, mais dans le sens global. Donc, cette fameuse liberté d'expression, elle a un sens aussi. C'est pas qu'on crache en l'air, qu'on ne recevra pas le reste dans le visage plus tard. Donc, évidemment, il était au courant et les gens, à un moment donné, se sont tannés et ont décidé de lui répondre d'une façon qu'il n'a pas appréciée, j'imagine. Et donc, dans le titre même de votre chronique, on pourrait dire, il y a le sarcasme subventionné. Donc, ce qui fait d'une certaine façon polémique parce que, bon, Olivier Niquet, oui, joue sur, un peu peut-être les contradictions des gens qui se parlent, le club des mal cités souvent, c'est-à-dire qu'on prend un extrait, on le décontextualise et là on dit, bon, ça n'a pas de bon sens ce qui est dit et qui fait en sorte que l'autre lui-même, Olivier Niquet et l'auditeur, d'une certaine façon, se sentent supérieurement, moralement supérieurs et ce qui peut produire un effet, disons, justement, de bonheur, peut-être une petite dose de dopamine, de supériorité morale, pourrait dire un neurologue, peut-être, on ne sait pas. Mais on voit que ce qui fait problème, c'est pas nécessairement de rire de gens qu'on cite allègrement dans le but de s'en moquer, mais le fait que ça soit subventionné. Donc, et c'est justement ce que vous déterrez dans votre article. Là. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui, selon vous, derrière cette moquerie, disons, fait véritablement problème là, à Radio-Canada comme tel? Je vais peut-être être mauvaise langue, vous le direz peut-être, ou du moins les auditeurs me le diront, ils ont tout à fait le droit de le faire. J'ai l'impression que si M. Niquette et sa bande de joyeux lurons de la soirée est encore jeune n'étaient que sous le spectre du privé, il aurait probablement pas autant l'exposure, le dire en anglais, l'exposition qu'il a cours. Mais il faut comprendre aussi que d'où est partie cette intempestive, je dirais, scandale. Donc, la controverse part du fait que
cet animateur-là de Radio-Canada critiquait la présence excessive des commandites à TVA Sport. On s'entend que c'est quand même un gros média, donc pendant un match du Canadien. Tout à fait anodin là, quand même. Bon. Par la suite, là, Jean-Charles Lajoie l'avait accusé de malhonnêteté intellectuelle et c'est là qu'est parti justement le tir groupé. Moi, j'ai jamais apprécié cette espèce de envers et contre tous là, vers une personne ou un bouc émissaire. On a souvent cet aléa-là ou ce scénario-là quand on a ce qu'on appelle le rally around the flag. On veut traiter d'un bouc émissaire pour se défouler. Il y a quelque chose de très ataphique là-dedans, et très, très grégaire. Mais si on comprend ici que ces subventions relaient une qualité assez pauvre de contenu. Je veux dire, on s'entend, je veux dire, c'est peut-être une appréciation qui est personnelle, mais est-ce que s'il jouait dans les bars comme humoriste, parce qu'il se défend sous les traits de l'humour, cet homme-là, mais bon, c'est une question d'appréciation personnelle, mais la blague est facile quand ton modèle d'affaires, c'est le contribuable. C'est toujours plus élégant de rire des pubs quand ta pub, à toi, c'est la facture fiscale. Donc, Niquet peut bien se moquer des commandites de TVA Sport, mais Radio-Canada aussi a un commanditaire, puis il s'appelle le contribuable. Oui, lui, il n'apparaît pas à l'écran entre deux périodes, mais il paie quand même. Donc, j'ai mis quelques chiffres à cet effet, si vous voulez lire l'article une bonne fois donc, sur mon Substack, sur les 3 Afuera. Francis Hamelin et Serge Cloutier aussi sont à l'appareil, comme on dit. Donc, j'ai mis quelques chiffres à ce niveau-là. C'est complètement effarant. Mais en toute réserve, là, je n'ai pas les chiffres exacts des salaires des animateurs. Et il apparaît que c'est quand même assez obtus là, comme assiette fiscale. Oui, parce que vous faites un travail un peu, là, vous essayez de spéculer là, avec les éléments qu'on a, combien à peu près gagnent l'un et l'autre et combien ça aurait coûté depuis le début. Et donc, on se ramasse dans les millions de dollars assez rapidement si on considère aussi l'équipe et tout ça. Donc, d'une certaine façon, on voit que c'est un peu un mépris de classe là, qui est aussi ressenti. Peut-être qu'il y a déclencher justement l'effet de groupe, c'est-à-dire que, tout le monde n'a pas nécessairement la capacité de répondre à ces... et il y a aux différentes invectives qui sont faites. Puis la majorité aussi, il faut le dire, la majorité des personnes qui sont bien ou mal citées par le dit Niquet sont des gens qui ont certains, on pourrait dire, influence aussi. Donc, on ne s'attaque pas aux plus faibles que soi. Donc, il y aurait toujours un peu cette défense que le Radio-Canadien pourrait mettre de l'avant. Donc, et mais ce qu'on sent aussi, c'est peut-être l'univers médiatique, c'est-à-dire qu'on voit justement, c'est-à-dire que pendant des années, cette pratique a eu lieu. Peut-être des gens comme Radio X et tout ça, Jérôme Blanchet-Gravel, le rédacteur en chef de Libre Média, en a été la victime souvent. Mais on remarquait aussi que, d'une certaine façon, c'était pas aussi grave ou c'était pas perçu avec autant d'acuité, ce déni de classe, parce que les médias qui étaient attaqués allaient bien, entre guillemets. Donc, c'était d'égal à égal. Est-ce que le fait qu'on se mette en groupe pour critiquer Niquet aujourd'hui n'est pas le signe que, justement, Radio-Canada devient un peu l'hégémon, c'est-à-dire la figure qui domine tous, et donc, aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous défendre contre, disons, quelqu'un qui n'est plus un égal, finalement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, tout à fait. Puis c'est pas seulement que les clowns nous coûtent cher, c'est que la gauche médiatique québécoise aime opposer culture et commerce comme si le commerce était impur et la subvention était noble. Au Québec, dès qu'un média privé vend quelque chose, on le trouve vulgaire. Dès qu'un média public consomme l'argent des autres, on appelle cela une mission culturelle. C'est là qu'on voit le vieux fond clérical, la pauvreté commerciale comme vertu morale et l'État comme sacrement. Alors donc, on veut essayer de faire un distinguo entre les gens du prolétaire. Peut-être on ramène des vieux discours, peut-être marxistes, mais on s'entend qu'il y a cette espèce de stéréotype qui persiste encore aujourd'hui, cette espèce de plateau Mont-Royal qui est imbu d'eux-mêmes et qui sont dans permettez-moi l'expression, la grande péteuterie. Donc, on est dans un snobisme abracadabrantesque à même l'argent des contribuables. Je veux dire, c'est un peu comme
les propos qui avaient été rapportés, c'était pas elle, mais bien la reine Marie-Antoinette qui disait qu'il mange de la brioche au final. Donc, on se voit auréolé d'une prétention de signifiance, alors que c'est tout à fait l'inverse. On fait du surplace avec du contenu qui est absolument vide. Donc, une forme de circularité au niveau du contenu on appelle ça de l'art. Je trouve ça un peu abstrait, là, vraiment. Oui, ben c'est abstrait, mais il y a aussi une forme de parasitisme, c'est-à-dire qu'on se nourrit de la production des autres pour éventuellement rajouter notre grain de sel, mais bon, ça se fait de tous les côtés, là. C'est peut-être pas ça l'angle d'attaque le plus pertinent contre cette façon de faire un peu radio-canadienne, mais c'est justement peut-être d'essayer de comprendre qu'on ne peut pas critiquer à partir d'une position de supériorité. C'est-à-dire que l'humour se vit beaucoup moins culturellement de bas en haut que de haut en bas. Par exemple, le fou du roi, traditionnellement, même au Moyen Âge, son but, c'était le seul qui avait droit de rire du monarque dans le but justement de garder une certaine relativité pour que nos rois ne se prennent pas pour des dieux. Il fallait avoir au moins une personne qui avait l'autorisation d'en rire. Donc, le bas en haut, c'est un peu le type d'humour qui est, disons, plus éthique, un humour plus éthique. C'est-à-dire que c'est le petit qui rit des défauts des puissants. Tandis que là, aujourd'hui, si à cause de la crise des médias. Et là, on a Radio-Canada qui, lui, ne souffre absolument pas de la condition actuelle du climat, disons, fiscalo-économique lié aux médias. Ben là, on se rend compte que là, ça devient le roi qui rit du peuple, finalement. Donc, c'est peut-être aussi cette dynamique-là qui a changé, un peu comme le tapis sur lequel on était tous, a changé. Et peut-être qu'Olivier Niquette lui-même ne s'était pas rendu compte que le décor dans lequel il évoluait avait changé. Peut-être qu'on va pouvoir, ou peut-être que la direction de Radio-Canada va dire, ben, étant donné le contexte actuel, ça devient trop sensible pour nous lancer dans ce type d'humour. Ben, tout à fait. Puis loin de moi de vouloir juste cibler ce triste cire, parce qu'on l'a comparé quand même à un monarque, on comprend un peu la symbolique ici. Il est un peu, justement, il est un peu le symbole on pourrait parler de Marie-Louise Arsenault notamment, on pourrait parler d'un paquet de gens qui sont payés à même les fonds des contribuables pour s'exprimer d'une façon qui dirait, bon, c'est de l'humour, c'est de la chronique, mais lorsque c'est le temps de se défendre, ils se disent des journalistes, je veux dire, quelque chose pas d'irrévérencieux, non, mais de purement indécent, là. Donc, c'est vulgaire. C'est ça qui est vulgaire, en effet, là. C'est cette espèce de complaisance, cette espèce de nonchalance-là, de dire que tout va bien, qu'on est dans l'entre-soi. J'avais déjà dit un terme vulgaire à votre émission, justement, le mois passé, le circle jerking incestuel. C'est exactement ça, c'est l'entre-soi. Donc, on est dans la complaisance de l'entre-soi. Et justement, ça fait une fracture. Ça polarise les gens. Je veux dire, les gens de la Haute-Ville de Québec, les gens de Limoilou, les gens du plateau Montréal, les gens de Montréal-Nord, bon, on fait une fracture entre les individus. On les séquestre dans des vases, étanches. C'est ça qui est hallucinant aujourd'hui. Comment on peut légitimer ça? Ça, j'ai de la difficulté à comprendre. Donc, éventuellement, on pourra, espérons, avoir éventuellement, parce que une des idées qui est ressortie de cette énième controverse, c'est la nécessité. D'une certaine façon, c'est qu'il y a un constat qui est fait, c'est que la boîte radio-canadienne subventionnée est idéologiquement monolithique. Et donc, et les autorités censées assurer le bon fonctionnement de la boîte semblent être en incapacité d'appliquer, disons, les règles de base, on pourrait dire, de l'éthique journalistique. Et donc, donc, finalement, pour le dire en bon français, ça penche toujours du même côté, ce côté étant la gauche. Est-ce que, on a des Jean-François Caron, le prof Caron, qui a parlé
prononcer le mot qui pourrait faire éventuellement trembler le temple, c'est-à-dire commission d'enquête, un peu comme on a eu en France pour l'audiovisuel, le public au Québec et au Canada. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être un événement comme ça qui éventuellement mènera à une enquête sur les tenants et aboutissants de cette disons, machine de propagande médiatique qui est devenue le service public aujourd'hui? Je suis parfaitement d'accord avec mon ami le prof Caron, Jean-François Caron, qu'on entretient beaucoup de communication ensemble. Et évidemment, l'affect étant que les commissionnites au Québec, hein, c'est une maladie infantile du Québec moderne de devoir dresser des commissions et finalement qu'on a que des recommandations. Hein. Ce n'est pas un tribunal où on va scinder le Québec c'est comme Salomon, là, comme le roi Salomon. Bien au contraire, je veux dire, Bouchard-Taylor, on a vu ce que ça le fait. Au même titre que certaines commissions comme Bastarache ou Gomery, bon, ça n'a pas nécessairement mené ou à des arrestations, ou du moins à des... sans pour au moins faire le melting pot de toutes ces commissions-là non plus. Là. Je veux dire, on ne peut pas tout mélanger, mais ce n'est que des recommandations. Or, présentement, dans les médias traditionnels, il y a un oligopole qui est très peu étendu. Vous avez parlé du monolithisme de Radio-Canada, mais en effet, on s'entend que cette télévision d'État, qui est payée très cher et qui d'ailleurs le gouvernement Legault, le gouvernement Fréchette, le gouvernement Trudeau, le gouvernement Carney a donné des sommes absolument mirobolantes afin de les conserver. Et d'ailleurs, on parlait de ça avec mes amis Yann et Frank et Jean-François Caron qui avait envoyé ça. Il y avait une étude, je ne la trouve plus, ça tombe bien, je l'avais dans mes onglets tout à l'heure, sur le biais radio-canadien qui décrivait Poilievre contre Carney, donc les biais, les parties objectives à Radio-Canada, puis on s'entend très bien qu'il y a un bar qui penche plus que l'autre. Donc, il y a beaucoup plus de chroniqueurs que de journalistes aujourd'hui. C'est peut-être là où il y a une fracture, où le citoyen se sent lésé, où il y a une perte de confiance, mis à part certaines personnes plus âgées qui sont dans la même tradition télévisuelle, radiophonique, mais on s'entend qu'ils ont toujours connu ça. Ils vont pas demain matin peut-être écouter les podcasts ou les balados. C'est pas dans leur nature, malheureusement, et changer à 75-80 ans, on les comprend, là. C'est pas demain la veille qu'on va changer toutes les habitudes d'une personne de l'âge d'or. Donc, évidemment, je suis peut-être d'accord avec Jean-François Caron là-dessus, mais ça va déboucher sur quoi, au final? Ce que ça prend, au final, c'est faut définancer Radio-Canada. Absolument. Il faut éclater le monstre. Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, devrait-on dire, et que s'installe une véritable concurrence. Et par ailleurs, juste pour finir là-dessus, en Norvège, au Danemark, les pays scandinaves, on en parle. Donc en Suisse, qui n'ont pas beaucoup, contrairement au Canada, qu'on est rendu 40 millions, puis 9 millions au Québec, ben, au Danemark, sont 5 ou 6, 7 millions en Norvège. Et pourtant, les médias sont pléthores. C'est pourtant une social-démocratie. En Suisse aussi, je veux dire, ils ont un système universel. Ils ont beaucoup plus de médias écrits, radio et télévisuels. Comment ça se fait? Et il y a la loi aussi sur le CRTC également. Donc, ils dressent cette hydre-là et on a beau... on ne peut pas couper les têtes. Ces têtes-là, ben, sont figées dans le temps. Donc, refaire aujourd'hui un canal de télévision ou refaire une antenne radio aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que les gens vont vers les podcasts, vont vers les balados et les médias alternatifs. Quand vous disiez, c'est intéressant aussi que vous avez parlé de la question, bon, on pourrait dire cléricale, de l'impureté du commerce par rapport à la culture. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on voit un lien de continuité avec le Fonds catholique, comme vous l'aviez dit. Et par exemple, la citation réelle, la genèse de ça, c'est Monseigneur Louis-Alphonse Paquet qui disait, et je cite, « Notre mission, les Canadiens français, est moins de manier les capitaux que de remuer des idées, moins d'allumer des foyers industriels que de rayonner les foyers de foi. » Donc, on voit que la question c'est pas dans la vision, disons, catholique, canadienne-française, ce n'était pas... peut-être qu'on tentait de justifier un peu l'état de fait, c'est-à-dire que, étant donné que les Canadiens français n'ont pas
disons, ni le génie de l'industrie, ni les capitaux pour réaliser cette mission-là, ben, nous devons nous déployer ailleurs, dans d'autres. Et donc, d'où ce divorce qui a eu lieu entre le commerce et la culture. Mais peut-être, est-ce que la Révolution tranquille n'avait pas été le moment où nous aurions dû dépasser un peu cet antagonisme et de trouver justement que, bon, mais étant donné que nous étions en tout le moins censés avoir retrouvé un accès aux capitaux et avoir retrouvé une vision, disons, plus nord-américaine de la culture, on aurait dû sortir de ce paradigme de l'impureté, non? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est resté un peu emprisonné dans ce vieux modèle qui refuse de voir, disons, dans la popularité économique, quelque chose, une légitimité, une crédibilité culturelle? Loin de moi de vouloir insulter quiconque se prêche comme catholique ou comme chrétien, loin de moi cela. C'est la religion politique qui m'énerve. Donc, on s'imagine sorti de la grande noirceur, si grande noirceur il y avait. On parlait de la Révolution tranquille notamment parce qu'on a décroché les crucifix. Mais on a gardé le confessionnal. Il est juste devenu administratif. Et le Québec moderne prétend avoir rompu avec son passé catholique traditionnel, mais il a conservé cette architecture mentale, une société organique, fusionnelle, où l'individu existe d'abord comme membre d'un tout, donc paroisse, peuple, nation, collectivité, modèle québécois, et au final, l'État est devenu, bon, aujourd'hui c'est devenu l'État, la nation, les services publics et la survivance identitaire. Au final, c'est les propos que beaucoup de prêtres catholiques disaient, c'est-à-dire que le riche passerait au royaume des cieux tel un chameau dans une tête d'épingle. Est-ce que les tenants et aboutissants catholiques faisaient en sorte que on prêchait vers un plus grand apport de l'État-providence? Pas pour rien qu'on appelle ça l'État-providence. Il est partout. La bonne providence pense pour vous. Donc, le vieux Québec agro-catholique était holistique. Holistique, c'est-à-dire que l'individu n'était jamais premier. Il était le fils de sa famille. T'es un petit qui, toi? T'es un gagnon. OK, t'es fidèle à sa paroisse. Tu viens de Saint-Marc. Ah oui, Saint-Marc en bas. Donc, membre de sa nation, dépositaire d'une mission de survivance, parce qu'on était entouré de peut-être à l'époque, c'est 200 millions, là, mais vous comprenez, de plusieurs centaines de millions d'Anglais. Donc, le Québec moderne a laïcisé cette structure-là sans jamais la détruire. On a remplacé Dieu par la nation, le curé par l'État, la providence par le ministère. Donc, au final, c'est pas pour rien qu'on dit ministère par ailleurs. On est passé de la Sainte Église catholique, romaine et apostolique, on l'a remplacé par quoi? Le gouvernement. Comme disait André Arthur puis Joanne Marcotte, l'une dit que c'est l'autre qui le dit, mais enfin bref, je pense que c'est quand même très bien. Et cette chose-là, juste dans l'affect de Trump, il y a un rally around the flag qui est très fort. On n'a pas besoin d'être souverainiste. Là. On peut juste être pro-carné, ça fait exactement la même chose. C'est que cette forme de, on dit ralliement autour du drapeau, devrait-on dire, sans utiliser l'expression anglaise, c'est que fonctionne par un geste immense, c'est que chaque problème devient la preuve qu'il faut plus de nations, plus d'États, plus d'argent dans telle et telle chose, plus de protection collective. La crise du logement, nation. La langue, nation. L'économie, la nation. La culture, la nation. Donc, à la fin, ce n'est pas une pensée politique, c'est un réflexe qui est immunitaire. Donc, on se défend envers, non pas l'étranger, mais ce qui est étrange. Donc, c'est encore pire, parce que c'est tout ce qui peut nous paraître une antithèse de ce modèle-là qui, bien des années plus tard, a monté son obsolescence. Et d'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec la multiplicité des réseaux de communication, l'étrange est de plus en plus quotidien, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus en contact avec cet étrange-là, d'où une espèce de réflexe de surprotection actuelle face à l'étrangeté du monde tel qu'il se déploie. Comment est-ce qu'on peut améliorer un peu le réflexe pour qu'il sorte justement des grilles préexistantes pour éventuellement considérer, disons, l'originalité des événements qui se produisent autour de nous et leur apporter justement une réponse originale et nouvelle plutôt que de répliquer les vieux défauts psychiques de la nation canadienne-française.
Mais d'abord, sans vouloir être une espèce de globaliste sans attache et sans croyance, sans frontières, un peu comme une espèce de bourgeois bohème, je suis pas du tout cela. Par contre, le voyage, la lecture, la communication, apprendre les langues, bien la comprendre, notre propre langue. D'abord et avant toute chose, avant d'apprendre, peu importe que ce soit l'anglais, comme disait Gilles Vigneault, c'est de pratiquer. La meilleure façon de défendre la langue, c'est de la lire, c'est de l'écrire, c'est de la chanter. Ce n'est pas par la loi 101, la loi 96, peu importe les lois, qui vont faire en sorte que les Canadiens français vont conserver leur langue. On s'entend que c'est une chose très importante, la langue. Je le veux bien. La meilleure façon de le défendre, c'est dans le contrat. Non pas le contrat social. Peu importe le contrat que vous avez. Vous lisez votre contrat, vous devez lire votre contrat, que ce soit votre contrat de mariage, votre convention entre actionnaires, peut-être des formations professionnelles dans le domaine juridique, peut-être par contre, mais la meilleure façon de se protéger, c'est de lire, c'est de comprendre, c'est de s'extirper de cette espèce de dôme-là, de comprendre qu'il y a un monde au-delà d'une autre. Et de s'auto-exposer finalement aussi, là. Exact. Exact, mais même si on parle d'indépendance, ça peut être une très belle idée si elle signifie rendre les Québécois maîtres de leur vie. Ça serait extraordinaire. L'indépendance du Québécois. Imaginez, qui a dit ça dans les dernières années? L'indépendance du Québécois. On a parlé de l'indépendance du Québec avec l'État-nation, de donner des pouvoirs à un gouvernement et d'en enlever à un autre. Mais si elle signifie seulement de rendre maître de plus de compétences, mais qu'on ne garantit pas cette liberté-là aux Québécois, c'est juste la liberté d'un gouvernement. Et on refait inlassablement les mêmes erreurs. Donc, je veux bien que l'État national, post-national, trudeauiste, carnéiste du Parti libéral du Canada ait une engeance extraordinaire et qu'on s'en va vers le gouffre. Je l'entends. Absolument. Et de le remplacer par un gouvernement socialiste et aussi moribond, avec des gens aussi incompétents, comment veut-on vraiment s'émanciper personnellement? Et loin de moi d'être un égocentrique ou d'être un narcissique, je sais où l'autre s'arrête. Je sais où son terrain s'arrête. C'est ça l'individualisme. C'est le contraire de l'égocentrisme, c'est-à-dire que vous pouvez vivre dans une tribu, dans une famille, dans un village et comprendre c'est quoi la part de l'autre. Donc la meilleure façon, c'est peut-être de se sortir de son terrain. Vous savez, si c'est un mythe, bon, si c'est l'histoire, Siddhartha Gautama, qui était prince en son royaume, son père, bon, c'était j'imagine le monarque régnant, le prince régnant, je ne sais pas son titre exact, mais il a pris 2 minutes pour reprendre l'expression consacrée quand il est sorti de chez son père. Donc, il faut se sortir de chez son père ou de chez sa mère ou de ses parents et de constater qu'il y a des choses épouvantables ailleurs, des choses extraordinaires ailleurs. Donc, si on veut avoir un modèle qui fonctionne, peut-être que d'aller voir ailleurs serait intéressant. Ça peut paraître absurdément simple ou du moins obvious de ce que je viens de mentionner, mais pas tout à fait. Ça fait déjà 3 générations que le modèle dans lequel on baigne n'est pas exportable et est obsolété. C'est incroyable. Quand même. Oui, on peut remonter, bon, dans mon livre Une révolution pour rien, je fais remonter un peu cet état de fait à un certain ultramontanisme que je qualifie de défensif de Monseigneur Laflèche, évêque de Trois-Rivières, et comment nos progressistes et nos nouveaux curés, comme certains les appellent, tel Olivier Niquet, participent à cette même généalogie cléricale de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon aux gens. C'est un peu ce qu'on retient de notre entretien, se libérer de cette psyché qui nous enferme dans un passé maintenant révolu et qui peut-être, disons, nous emprisonne d'une manière dangereuse pour les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Samuel Rasmussen, je rappelle que vous êtes co-animateur du podcast Les Trois Afueras avec un S, et vous aviez écrit un article sur votre Substack intitulé Radio-Canada ou le Club Med des sarcasmes subventionnés. Alors, Samuel Rasmussen, on peut également vous lire sur le site web de Pilule Rouge et on vous entend aussi dans l'univers médiatique podcasteur de Yann et Frank. Alors, Samuel Rasmussen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Vous êtes également invités à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne entre autres choses un accès illimité à tous nos contenus. Rendez-vous au libre-media.com. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.